La tasse de café a glissé de mes doigts, au moment même où Sophie a prononcé les mots qui allaient tout changer. Je ne l'ai pas fait tomber, elle a glissé. Comme si mon monde entier, soudainement, était devenu trop glissant pour qu'on puisse s'y accrocher. Je suis enceinte, Jack. Et ce n'est pas de toi. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande à vous faire. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez, et cliquez sur le bouton de partage pour stimuler cette chaîne. Afin que plus de personnes puissent découvrir ces incroyables histoires destins déchirés. J'ai regardé la céramique se fracasser, sur le sol de notre cuisine. Ce même sol que j'avais installé moi-même, il y a 3 ans, lorsque nous avions acheté cette maison victorienne à Millbrook. Ce même sol, où nous avions dansé pieds nus sur de vieilles chansons de Springsteen, lors de notre pendaison de crémaillère. Ce même sol, qui était maintenant couvert de café, et des morceaux brisés de ce qui fut ma tasse préférée. Celle qui disait, le mari le plus passable du monde. Il s'est avéré que c'était prophétique. Répète ça, ai-je réussi à dire, bien que ma voix semblât provenir d'une toute autre personne. Sophie se tenait dans l'encadrement de la porte, portant toujours son pantalon de yoga, et ce pull ample qu'elle avait acheté pour sa retraite spirituelle au Costa Rica. Ses cheveux blonds étaient tirés en arrière, dans un de ces chignons décoiffés, qui coûtent curieusement 40 € à réaliser chez le coiffeur. Elle avait l'air nerveuse, mais il y avait autre chose dans son expression, de la détermination, comme si elle avait répété ce moment. J'ai rencontré quelqu'un pendant la retraite. Nous nous sommes connectés à un niveau plus profond, que toi et moi ne l'avons jamais fait. Elle a contourné prudemment la tasse brisée, ses baskets de créateur crissant sur la céramique. Je garde le bébé, et tu vas m'aider à l'élever. J'ai ri, j'ai vraiment ri. Cela a commencé par un petit rire étouffé, puis ça s'est transformé en quelque chose, qui devait probablement sembler déséquilibré. Laisse-moi bien comprendre. Tu es parti 2 semaines en vacances au Costa Rica pour te trouver, tu t'es retrouvé dans le lit d'un autre type, tu es tombée enceinte, et maintenant, tu veux que je joue au papa. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment, Sophie? Je me suis adossé au comptoir de la cuisine, mes mains serrant le granit si fort que mes jointures en blanchissaient, parce que, de là où je me tiens, ça ressemble exactement à ça. Elle a eu l'audace d'avoir l'air blessée. Tu ne comprends pas Marcus et moi. Marcus. Ce nom avait un goût amer. Tu appelles le géniteur de ton bébé par son prénom. Comme c'est moderne de ta part. Ne sois pas vulgaire, Jack. C'est plus important que ton ego blessé. Elle a croisé les bras, et j'ai reconnu cette posture. C'était sa pose de négociation, celle qu'elle utilisait face aux clients difficiles, dans son studio de yoga. Voici ce qui va se passer. Soit tu acceptes cette situation, et nous élevons cet enfant ensemble comme une famille. Soit nous divorçons, et tu me donnes la moitié de tout ce que tu possèdes. À toi de choisir. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement de notre réfrigérateur, et du bruit lointain du chien de nos voisins qui aboyait. J'ai fixé ma femme, avec qui j'étais marié depuis 7 ans. Je l'ai vraiment regardée, et j'ai réalisé que je voyais une étrangère. Ce sont mes seules options, ai-je demandé calmement. Ce sont tes seules options. Je me suis repoussé du comptoir, et j'ai marché jusqu'à la fenêtre qui donnait sur notre jardin. Le potager, que Sophie m'avait supplié de planter au printemps dernier, était en train de mourir. Nous avions tous les deux été trop occupés pour l'entretenir, apparemment. Ou peut-être, juste trop occupés à nous éloigner l'un de l'autre. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit, en regardant toujours dehors. Le mois dernier, quand tu as dit que tu avais besoin d'espace pour te reconnecter avec ton moi authentique, je me suis vraiment senti coupable. Je pensais que, peut-être, je ne t'avais pas accordé assez d'attention. Que j'avais peut-être trop travaillé. Passé trop de nuits sur les chantiers de construction. Jack, je n'ai pas fini. Je me suis retourné, et quelque chose dans ma voix l'a fait reculer. Je me suis reproché, tout ce qui manquait dans notre mariage. J'ai même envisagé une thérapie de couple, j'ai fait une liste des choses que je pourrais améliorer. Le visage de Sophie s'est légèrement adouci. C'est mignon, mais... Mais tu étais déjà en train de baiser Marcus au Costa Rica, pendant que j'étais ici, à me sentir coupable de ne pas être un assez bon mari. La douceur a disparu. Tu deviens dramatique. Dramatique. Je me suis avancé vers l'endroit où elle se tenait,
m'arrêtant juste assez près, pour qu'elles doivent lever les yeux vers moi. Sophie, tu viens de me dire que je pouvais, soit élever l'enfant d'un autre homme, soit perdre la moitié de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Si ce n'est pas dramatique, je ne sais pas ce que c'est. Ça n'a pas à être laid, Jack. Nous pouvons faire en sorte que ça marche. Pour qui? Toi, Marcus? Parce que, pour moi, ça ne marche absolument pas, elle a soupiré, comme si j'étais déraisonnable, comme si j'étais le problème dans cette équation. Très bien. Si tu veux être égoïste à ce sujet, nous pouvons le faire à la dure. Mon avocat dit que j'ai droit à la moitié de ton entreprise, la moitié de la maison, la moitié de tout, y compris ta précieuse entreprise de construction. Ton avocat? Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Tu as déjà parlé à un avocat. Je devais me protéger. Te protéger de quoi? Des conséquences de tes propres actes. Le téléphone de Sophie a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil, et a vraiment souri. Un petit sourire secret, qui m'a retourné l'estomac. C'est lui, n'est-ce pas, ai-je demandé. C'est Marcus. Elle ne l'a pas nié. Au lieu de cela, elle a tapé une réponse rapide, ses doigts bougeant avec ce genre de familiarité, qui vient d'une communication constante. Incroyable. J'ai secoué la tête. Tu envoies des textos à ton petit ami, tout en me posant un ultimatum, pour que j'élève son gamin. Ce n'est pas mon petit ami. C'est compliqué. Compliqué? J'ai répété le mot lentement. Tu sais ce qui n'est pas compliqué, Sophie? Cette conversation. Tu as rendu ta position très claire. Élever le bébé issu de ta liaison, ou tout perdre. Mon entreprise, que j'ai bâtie à partir de rien. Notre maison. Notre bébé. Notre tout. Non. Le mot est sorti plus durement que je ne le voulais. Ce n'est pas notre bébé. C'est ton bébé, et le bébé de Marcus. Et ce n'est pas notre tout. C'est mon entreprise, que j'ai bâtie à partir de rien. Ma maison, que j'ai rénovée de mes propres mains. Mon argent, que j'ai gagné en travaillant 60 heures par semaine. Pendant que tu te cherchais dans des retraites de yoga. Le masque de Sophie a finalement glissé, et j'ai vu quelque chose de froid en dessous. La moitié de tout, Jack. C'est ce que j'obtiendrai dans un divorce. Peut-être même que j'obtiendrai plus, vu l'hostilité dont tu fais preuve. Tu penses m'avoir coincé? Je sais que c'est moi qui te tiens. J'ai marché jusqu'à l'îlot central, où mon ordinateur portable était fermé. Sophie m'a regardé nerveusement, pendant que je l'ouvrais et commençais à taper. Qu'est-ce que tu fais? J'explore l'option 3. Il n'y a pas d'option 3. Je viens de te donner les deux seuls choix que tu as. J'ai levé les yeux de l'écran et, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la cuisine, j'ai souri. Sophie, tu me sous-estimes depuis des années. Et cela s'apprête à devenir une erreur très coûteuse. Tu ne peux pas me faire peur, avec des menaces en l'air. Qui a parlé de menaces? J'ai fermé l'ordinateur portable, et je me suis levé. Je ne fais que commencer l'option 3. Tu verras à quoi ça ressemble, bien assez tôt. Sophie m'a dévisagé pendant un long moment, et je pouvais voir qu'elle essayait de deviner si je bluffais. La vérité, c'est que je n'en étais pas tout à fait sur moi-même, mais je savais une chose avec une certitude absolue. Je n'allais pas élever le bébé de Marcus, et je n'allais pas céder la moitié de tout ce pour quoi j'avais travaillé, juste parce que ma femme avait décidé d'avoir une liaison. Tu fais une erreur, Jack. La seule erreur que j'ai faite, c'est de te faire confiance. Je me suis dirigé vers la porte de la cuisine, écrasant la céramique brisée sous mes chaussures de travail. Je vais dormir chez ma sœur ce soir. Nous reparlerons, quand tu seras prête à avoir une vraie conversation. C'était une vraie conversation. Je me suis arrêté dans l'encadrement de la porte, et je l'ai regardée. Elle se tenait au milieu de notre cuisine, entourée par le désordre que nous avions créé, littéralement et figurativement. Son téléphone vibrait à nouveau. Non, Sophie. Ça, c'était toi qui posais un ultimatum. Quand tu seras prête à parler réellement des conditions du divorce, des accords de garde pour un enfant qui n'est pas le mien, et de la façon dont nous allons diviser nos biens équitablement. Alors, nous aurons une vraie conversation. D'ici là. Profite bien de tes textos avec Marcus. Je suis sorti de la cuisine, j'ai attrapé mes clés sur la table de l'entrée,
et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Derrière moi, je pouvais entendre Sophie commencer à pleurer. Un mois plus tôt, ce son m'aurait arrêté net. M'aurait fait faire demi-tour, pour essayer de réparer ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, cela ressemblait juste au bruit que fait quelqu'un, quand il réalise que son bluff a été démasqué. Je suis monté dans mon camion, et je suis resté assis là un instant, à fixer la maison dans laquelle j'avais investi tant de travail. Le porche enveloppant que j'avais reconstruit. Les fenêtres que j'avais restaurées. Le jardin qui se mourait, à l'arrière. Mon téléphone a sonné. C'était ma sœur, Gina. Salut, l'inconnu. Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis des semaines. Comment te traite la vie d'homme marié? J'ai démarré le moteur, et je suis sorti de l'allée. En fait, Gina, j'espérais pouvoir squatter ton canapé ce soir. Sophie et moi avons quelques problèmes. Bien sûr. Quel genre de problème? Le genre de trucs habituels des couples mariés. J'ai tourné sur Maple Street, regardant ma maison disparaître dans le rétroviseur. Le genre de problème où ta femme rentre à la maison, enceinte du bébé d'un autre homme, et pense que tu devrais être reconnaissant d'avoir l'opportunité de l'élever. Silence à l'autre bout du fil. Gina, tu es toujours là. Je suis là. J'essaie juste d'assimiler ce que tu viens de dire. Sa voix avait adopté ce que je considérais comme son ton professionnel. Gina travaillait comme assistante administrative, au palais de justice du comté, et elle avait vu assez de drames domestiques, pour savoir quand quelque chose était sérieux. Jake, s'il te plaît, dis-moi que tu ne fais rien de stupide. Définis stupide. N'importe quoi qui implique de la violence, des dommages matériels, ou des décisions que tu regretteras, quand tu auras les idées claires. Je me suis arrêté à un feu rouge, et j'ai regardé un couple promener son chien sur le trottoir. Ils se tenaient la main, riant de quelque chose. Ils avaient l'air heureux. Je me suis demandé si Sophie et moi avions jamais eu l'air aussi heureux, ou si nous avions juste été doués, pour faire semblant. Je ne vais faire de mal à personne, Gina. Mais je ne vais pas non plus me laisser faire, et laisser Sophie m'écraser, parce qu'elle pense que je n'ai pas d'autres options. Quelles autres options as-tu? Le feu est passé au vert. J'ai appuyé sur l'accélérateur, et je me suis dirigé vers l'appartement de Gina, à l'autre bout de la ville. J'y travaille. Mais d'abord, j'ai besoin de te demander quelque chose. Dans ton expérience au palais de justice, que se passe-t-il quand quelqu'un essaie de commettre une fraude à la paternité? Une fraude à la paternité? Jake, qu'est-ce que Sophie t'a dit exactement? Je lui ai tout raconté. L'ultimatum, l'avocat que Sophie avait déjà consulté. La façon dont elle avait souri, en envoyant des textos à Marcus pendant notre conversation. Au moment où j'ai terminé, je me garais sur le parking de Gina. D'où Jésus, Jake. Elle a vraiment dit que tu devais élever le bébé de ce type, ou tout perdre? Ce sont ses mots exacts. Et elle a déjà parlé à un avocat, apparemment. Gina est restée silencieuse un instant. Quand elle a repris la parole, sa voix était soigneusement neutre. Tu sais que je ne peux pas te donner de conseils juridiques. Mais je peux te dire que les tribunaux ne voient pas d'un très bon œil les personnes qui essaient de manipuler le système, ou leur conjoint. C'est ce que j'espérais que tu dirais. Jake, sois prudent. Je sais que tu es en colère, et tu as tous les droits de l'être. Mais ne laisse pas cette colère te faire quelque chose, qui te nuira à long terme. J'ai coupé le moteur et je me suis assis dans le parking, levant les yeux vers l'appartement de Gina au 2e étage. Les lumières étaient allumées, et je pouvais la voir s'affairer à l'intérieur, probablement en train de faire de la place sur son canapé, pour son frère soudainement sans abri. Je ne suis pas en colère, Gina. Je suis concentré. Il y a une différence. Si tu le dis. Monte. On va commander des pizzas, et tu pourras m'en dire plus sur cette option 3. J'ai attrapé mon sac de voyage sur le siège passager, et je suis monté. Pour la première fois depuis que Sophie avait lâché sa bombe, j'avais l'impression de pouvoir penser clairement. Elle avait fait son choix, quand elle avait décidé de coucher avec Marcus. Elle avait fait un autre choix, quand elle avait décidé d'essayer de me manipuler, pour me faire accepter les conséquences de ses actes. Maintenant, il était temps pour moi, de faire mes propres choix. Le canapé de Gina était à peu près aussi confortable que de dormir sur un tas de briques, mais j'avais de toute façon à peine fermé l'œil. J'avais passé la majeure partie de la nuit à fixer le plafond,
pensant à tout ce que Sophie avait dit, et à tout ce qu'elle n'avait pas dit. Au moment où l'aube a percé à travers les fenêtres du salon de Gina, j'avais les prémices d'un plan. La première étape, c'était le café. La deuxième étape, c'était de me porter pâle au travail. La troisième étape, c'était de comprendre exactement à quoi j'avais affaire. « Tu as l'air terrible », a dit Gina, en entrant dans le salon avec son peignoir et ses chaussons en peluche. Elle travaillait du matin au palais de justice, ce qui signifiait qu'elle était généralement levée à 6 heures. Merci. C'est exactement ce que tout homme a envie d'entendre, après que sa femme lui a annoncé qu'il allait élever le bébé d'un autre homme. Trop tôt pour les blagues. Beaucoup trop tôt. Je me suis assis et j'ai plié la couverture qu'elle m'avait donnée, mais j'apprécie l'honnêteté. Gina s'est dirigée vers la cuisine, et j'ai entendu le son béni de sa machine à café se mettre en route. Elle avait l'une de ces machines hors de prix que Sophie avait toujours voulu, mais pour lesquelles je n'avais jamais voulu dépenser d'argent. C'est drôle comme les priorités changent, quand votre mariage explose du jour au lendemain. Alors, c'est quoi le plan, a appelé Gina depuis la cuisine. Collecte d'informations. J'ai besoin de savoir exactement ce que Sophie a manigancé, qui est ce type, Marcus, et sur quel type de terrain juridique je me trouve. Et comment comptes-tu faire ça? J'ai sorti mon téléphone, et j'ai fait défiler mes contacts, jusqu'à ce que je trouve le numéro que je cherchais. Je vais commencer par appeler quelqu'un, qui connaît Sophie mieux que moi, apparemment. Le téléphone a sonné 3 fois, avant qu'une voix familière ne réponde. Jake? Tout va bien? Il est plutôt tôt. Salut, Marty. Désolé de te déranger, mais j'ai besoin de te demander quelque chose. Est-ce que Sophie est venue au bar récemment? Peut-être avec quelqu'un que je ne connais pas. Marty Kowalski possédait le Hammerdnell, le bar de quartier où j'allais boire des verres, depuis que j'avais emménagé à Millbrook. Il était aussi l'une des rares personnes en ville, qui semblait entendre tout ce qui se passait, avant même que cela ne se produise officiellement. Sophie, chez moi. Marty semblait sincèrement confus. Jake, ta femme n'a pas mis les pieds dans mon bar depuis ton anniversaire, il y a 2 ans, et elle a passé toute la soirée à se plaindre que la musique était trop forte. Et avant qu'elle ne parte pour le Costa Rica? Un comportement inhabituel? Un groupe d'amis différents? Il y a eu une pause. Jake, qu'est-ce qui se passe? Tu as une voix bizarre. J'ai marché jusqu'à la fenêtre de Gina, et j'ai regardé le parking. Quelques travailleurs matinaux grattaient le givre de leur pare-brise. Des gens normaux commençant des journées normales, ne gérant probablement pas des épouses infidèles, et des ultimatums de paternité. Sophie est rentrée à la maison enceinte, hier. Le bébé n'est pas de moi. Putain. La voix de Marty est descendue à ce qu'il pensait probablement être un murmure, mais qui était en fait son volume habituel. La subtilité n'avait jamais été son point fort. Tu es sûr? Elle me l'a dit elle-même. Apparemment, elle a rencontré quelqu'un lors de sa retraite au Costa Rica. Cette retraite spirituelle? Celle qui a coûté 2000 €. C'est bien celle-là. Bon sang, Jake. Je suis désolé, mon vieux. C'est vraiment tordu. Ouais, ça l'est. Mais voici le truc, Marty. J'ai besoin de savoir si elle en a parlé avec quelqu'un du coin. Tu sais comment sont les gens. Ils ne savent pas garder un secret. Quelqu'un a forcément entendu quelque chose. Je vais poser des questions, discrètement. J'apprécie, mais Marty, ne mentionne cette conversation à personne pour l'instant. Je suis encore en train de préparer mon prochain coup. Bien sûr, mon vieux. Tout ce dont tu as besoin. J'ai raccroché, et je me suis retourné pour trouver Gina, debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, avec 2 tasses de café. Elle était complètement habillée maintenant, prête pour le travail. Tu fais déjà jouer tes relations. L'information, c'est le pouvoir. J'ai pris le café avec gratitude. Il était parfait, fort et noir, exactement comme j'en avais besoin. Sophie pense qu'elle a toutes les cartes en main, parce qu'elle a un avocat, et une histoire larmoyante sur le fait de s'être trouvée au Costa Rica. Mais elle oublie que je vis dans cette ville depuis 7 ans, moi aussi. Je connais des gens. Quel genre de gens? Le genre de personnes qui remarquent les choses. Le genre de personnes qui parlent. J'ai pris une longue gorgée de café, et j'ai senti mon cerveau commencer à fonctionner correctement, pour la première fois depuis la veille.
Sophie n'est pas aussi prudente qu'elle le pense. Et ce type, Marcus. Il s'apprête à découvrir que les actes ont des conséquences. Gina a regardé sa montre. Je dois partir travailler dans 10 minutes. Mais avant d'y aller, je veux te dire quelque chose. Vas-y. Quoi que tu prévois, assure-toi que ce soit légal. J'ai vu trop de bonnes personnes détruire leur vie, parce qu'elles ont laissé la colère dicter leurs décisions. Je ne suis pas en colère, Gina. Je te l'ai dit la nuit dernière. Alors, qu'es-tu? J'ai réfléchi un instant, essayant de trouver le mot juste pour ce que je ressentais. Ce n'était pas exactement de la colère. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé. Motivé. C'est bien ce qui m'inquiète. Après le départ de Gina pour le travail, j'ai passé 1 heure sur mon ordinateur portable, à faire des recherches sur les lois de paternité de notre État. Ce que j'ai trouvé était intéressant. Très intéressant. Dans les cas où une fraude à la paternité était suspectée, les tribunaux pouvaient ordonner des tests ADN. Si la fraude était prouvée, la personne l'ayant commise pouvait être tenue responsable des dommages. Elle pouvait également perdre ses droits sur les biens matrimoniaux, surtout si la fraude faisait partie d'un schéma plus large de tromperie. Plus important encore, tenter de contraindre quelqu'un à accepter la paternité d'un enfant qui n'était pas le sien, pouvait être considéré comme une forme d'extorsion, selon la façon dont c'était présenté. Les mots exacts de Sophie me sont revenus à l'esprit. Soit tu acceptes cette situation, et nous élevons cet enfant ensemble comme une famille. Soit nous divorçons, et tu me donnes la moitié de tout ce que tu possèdes. À toi de choisir. Cela ressemblait énormément à de l'extorsion, à mes yeux. Mon téléphone a sonné. Le nom de Sophie est apparu sur l'écran. Nous devons parler, a-t-elle dit sans préambule, quand j'ai répondu. Je t'écoute. Pas au téléphone. Peux-tu me rejoindre pour déjeuner? Quelque part de neutre. Qu'est-ce que tu avais en tête? Le dîner sur Main Street. À 13 heures. J'ai vérifié l'heure. Il était presque 11 heures, ce qui me donnait quelques heures pour me préparer. D'accord. Mais Sophie, si tu as l'intention de me poser le même ultimatum qu'hier, ne te donne pas cette peine. Je l'ai déjà entendu. Sois juste là, Jack. Elle a raccroché, avant que je ne puisse répondre. J'ai passé les 2 heures suivantes, à faire quelque chose auquel Sophie ne s'attendait probablement pas. J'ai mis mes affaires en ordre. J'ai appelé mon comptable, et lui ai demandé de préparer un bilan financier complet, montrant la valeur de mon entreprise de construction, de notre maison, et de tous nos biens communs. J'ai appelé ma banque, et j'ai transféré la moitié de nos économies communes sur un compte séparé. Non pas pour les cacher, mais pour les protéger de tout retrait soudain que Sophie pourrait essayer de faire. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui m'a semblé à la fois nécessaire et déchirant. Je suis rentré à la maison. La maison était vide. La voiture de Sophie n'était plus là, et il n'y avait aucun signe qu'elle ait nettoyé la tasse de café brisée de la veille. Je l'ai balayée moi-même, puis j'ai marché à travers les pièces que j'avais passé des années à rénover. Les parquets que j'avais poncés et vernis à la main. Les armoires de cuisine que j'avais fabriquées dans mon atelier. La salle de bain que j'avais complètement vidée et reconstruite, lorsque nous avions emménagé. Chaque pièce contenait des souvenirs du travail que j'avais accompli, de la vie que j'avais essayé de bâtir. Dans notre chambre, j'ai remarqué que certains vêtements de Sophie manquaient. Pas beaucoup, juste assez pour quelques jours. Elle logeait ailleurs, probablement chez son amie Tessa, qui vivait dans un de ces lofts hors de prix du centre-ville. J'ai ouvert l'ordinateur portable de Sophie, qu'elle avait laissé sur la commode. Il était protégé par un mot de passe, mais je connaissais ces mots de passe. Elle utilisait les 3 mêmes variations pour tout, la date de notre mariage, son anniversaire, et le nom du chat qu'elle avait eu enfant. La date du mariage a fonctionné. Ces emails étaient une mine d'or. Des dizaines de messages provenant de quelqu'un nommé Marcus Caldwell, commençant environ 3 semaines avant son voyage au Costa Rica. Les premiers messages étaient flirteurs, mais relativement innocents. Les plus récents étaient suffisamment explicites, pour me faire fermer l'ordinateur portable, et m'éloigner pendant quelques minutes. Mais c'est le courriel le plus récent, qui m'a glacé le sang. Il datait d'hier, envoyé environ 1 heure après notre confrontation dans la cuisine. Sophie, ne t'inquiète pas pour Jack. Il finira par changer d'avis, quand il réalisera qu'il n'a pas d'autre choix. Les hommes comme lui le font toujours.
Ils sont trop à l'aise dans leur petite vie, pour risquer de tout perdre. En plus, même s'il essaie de se battre. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un ouvrier du bâtiment d'une petite ville. Tu as un avocat. Tu as un moyen de pression. Il n'a rien. Je serai de retour en ville la semaine prochaine. Nous pourrons fêter ça, à ce moment-là. Marc, j'ai lu le courriel 3 fois, et à chaque fois. Il me rendait plus en colère. Non seulement à cause de l'arrogance, mais à cause de la façon dont Marcus avait complètement mal compris la situation. Il pensait que j'étais une sorte de pigeon de la classe ouvrière, qui s'écraserait plutôt que de risquer une bagarre. Il s'apprêtait à apprendre le contraire. J'ai transféré l'email sur mon propre compte, ainsi que plusieurs autres, qui montraient clairement la chronologie de la relation entre Sophie et Marcus. Puis j'ai effacé l'historique des transferts, et j'ai fermé l'ordinateur portable. Au moment où je suis parti pour le dîner, j'avais un dossier rempli de mes imprimés, un bilan financier complet, et une image beaucoup plus claire de ce à quoi j'étais confronté. Sophie m'attendait déjà, quand je suis arrivé au dîner Murphy. Elle avait choisi une banquette dans le coin, espérant probablement un peu d'intimité. Elle avait l'air fatiguée, et j'ai remarqué qu'elle buvait du soda au gingembre, au lieu de son soda light habituel. Les nausées matinales, ai-je demandé, en me glissant dans la banquette en face d'elle. Ce n'est pas encore trop grave. De combien es-tu enceinte? D'environ 6 semaines. J'ai fait le calcul rapidement. Donc, ça s'est passé assez tôt, dans ta retraite de 2 semaines. Les joues de Sophie ont légèrement rougi. Jake, je ne t'ai pas demandé de venir, pour passer en revue les détails de ma relation avec Marcus. Ta relation? J'ai gardé une voix égale, mais quelque chose dans mon ton l'a mise mal à l'aise. C'est comme ça qu'on appelle ça, maintenant? Tu sais ce que je veux dire. En fait, non. Hier, tu as dit que tu avais rencontré quelqu'un et que tu t'étais connecté avec lui. Aujourd'hui, c'est une relation. Demain, peut-être que ce sera le grand amour. J'ai du mal à suivre l'histoire. Sophie a soupiré. J'essaie d'être mature à ce sujet, Jake. J'essaie de trouver une solution, qui fonctionne pour tout le monde. Tout le monde, sauf moi. Ce n'est pas vrai. Je pense que si tu considérais vraiment les options. J'ai considéré les options. J'ai sorti le dossier que j'avais apporté, et je l'ai posé sur la table entre nous. En fait, j'ai fait beaucoup de recherches depuis hier. Sophie a regardé le dossier nerveusement. Quel genre de recherche? Le genre qui implique de comprendre mes droits légaux, quand ma femme essaie de commettre une fraude à la paternité. Fraude à la paternité? La voix de Sophie s'est légèrement élevée, et un couple à une table voisine a regardé dans notre direction. Elle a baissé le ton rapidement. Jake, c'est une chose terrible à dire. C'est une chose terrible à faire. J'ai ouvert le dossier, et j'ai sorti une copie imprimée de l'email de Marcus. Mais apparemment, ton petit ami pense que je suis trop stupide pour le comprendre. Le visage de Sophie est devenu blanc, en lisant l'email. Comment as-tu eu ça? Depuis ton ordinateur portable. Tu devrais vraiment utiliser de meilleurs mots de passe. Tu as fouillé dans mes emails personnels. Sophie, tu es rentrée à la maison enceinte du bébé d'un autre homme, et tu m'as posé un ultimatum. Ton droit à la vie privée est passé par la fenêtre, quand tu as décidé de faire exploser notre mariage. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, fixant l'email. Quand elle a levé les yeux, il y avait des larmes dans ses yeux. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Ça a l'air de prouver que toi et Marcus avez planifié tout ça. Ça a l'air de prouver que vous pensiez pouvoir me manipuler, pour me faire accepter une situation qui t'avantage, et qui me baisse complètement. Ce n'est pas vrai. Alors explique-le-moi. Je me suis adossé à la banquette, et j'ai croisé les bras. Explique-moi en quoi c'est autre chose, que toi qui essaies d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Sophie s'est essuyé les yeux avec sa serviette. J'ai fait une erreur, d'accord? Je le sais. Mais le bébé n'a pas demandé à naître, dans cette situation. Ne penses-tu pas que nous devons à cet enfant, d'essayer de tirer le meilleur parti des choses? Nous ne devons rien à cet enfant, Sophie. Toi et Marcus, vous devez quelque chose à cet enfant. Moi, je suis juste le type à qui tu essaies de refiler l'addition. Tu es mon mari. Plus pour très longtemps. Les mots flottaient dans l'air entre nous. Sophie m'a regardé comme si elle me voyait clairement,
pour la première fois. Tu vas vraiment divorcer pour ça? Sophie, tu m'as trompé, tu es tombée enceinte, puis tu as essayé de me faire chanter, pour que j'élève l'enfant d'un autre homme. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer, exactement? Je pensais que tu m'aimais assez, pour qu'on surmonte ça. J'ai presque ri. Qu'on surmonte ça? Sophie, il n'y a rien à surmonter. Tu as fait ton choix quand tu as couché avec Marcus. Tu as fait un autre choix, quand tu as décidé d'essayer de me manipuler, au lieu d'être honnête sur ce que tu voulais. Ce que je veux, c'est sauver notre mariage. Non, ce que tu veux, c'est que je subventionne ta liaison. Il y a une différence. Sophie pleurait ouvertement maintenant, mais je ne ressentais rien. Hier, ses larmes m'auraient peut-être touché. Aujourd'hui, elles semblaient juste être une tactique de manipulation de plus. Alors, que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. J'ai rassemblé les papiers, et je les ai remis dans le dossier. Maintenant, tu appelles ton avocat, et tu lui dis que tu vas avoir besoin d'une stratégie différente. Parce que le type qui était soi-disant trop à l'aise dans sa petite vie pour riposter. Il est sur le point de devenir ton plus gros problème. Je me suis levé, et j'ai laissé un billet de 20 € sur la table pour couvrir nos 2 boissons. Jake, attends. Je me suis arrêté et je l'ai regardé de haut. Quoi? Je suis désolé. Je sais que j'ai mal géré ça, mais je suis désolé. Désolé d'avoir été prise, ou désolé de l'avoir fait? Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse en soi. C'est bien ce que je pensais. On se voit au tribunal, Sophie. Je suis sorti du restaurant, et j'ai marché dans la lumière éclatante de l'après-midi. Pour la 2e fois en 2 jours, j'avais l'impression de pouvoir penser clairement. Sophie m'avait montré ses cartes, et elle n'était pas aussi forte qu'elle le pensait. Maintenant, il était temps de lui montrer les miennes. Le cabinet d'avocats Patterson et Associés ressemblait exactement à ce qu'il était. Un endroit où les gens allaient pour divorcer, et se battre pour de l'argent. De la moquette grise, des œuvres d'art génériques sur les murs, et une réceptionniste qui avait clairement vu assez de drames domestiques, pour rester professionnellement impassible face à tout nouvel enfer qui franchissait la porte. Monsieur Morrison, Monsieur Patterson va vous recevoir maintenant. Je l'ai suivi le long d'un couloir tapissé de diplômes et de récompenses juridiques, jusqu'à un bureau d'angle, où un homme d'une 50aine d'années était assis derrière un bureau en acajou, qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Jake Morrison. Il s'est levé et a tendu la main. Tom Patterson. Merci d'être venu avec un préavis aussi court. Merci de me recevoir. Je sais que vous êtes occupé. Jamais trop occupé pour une recommandation du bureau de la juge Harlan. Patterson a désigné une chaise en face de son bureau. Gina Morrison dit beaucoup de bien de vous. J'avais appelé Gina après avoir quitté le restaurant avec Sophie, et elle avait elle-même passé quelques coups de fil. En moins de 2 heures, j'avais rendez-vous avec l'un des meilleurs avocats spécialisés en divorce du comté. Alors, a dit Patterson en se réinstallant dans son fauteuil. Gina m'a donné les grandes lignes de votre situation, mais j'aimerais l'entendre de votre bouche. Commencez par le début. Je lui ai tout raconté. L'ultimatum de Sophie, les courriels de Marcus, la chronologie de sa liaison, et sa menace de prendre la moitié de tout ce que je possédais, si je n'acceptais pas d'élever l'enfant d'un autre homme. Patterson prenait des notes pendant que je parlais, demandant occasionnellement des éclaircissements, ou plus de détails. Quand j'ai terminé, il a posé son stylo, et m'a regardé sérieusement. Monsieur Morrison, je dois vous demander cela directement. Êtes-vous absolument certain que l'enfant n'est pas le vôtre? Sophie et moi n'avons pas eu de relations intimes depuis février. Elle est enceinte de 6 semaines, ce qui signifie que le bébé a été conçu début mars, pendant qu'elle était au Costa Rica. Et vous pouvez prouver que vous n'étiez pas au Costa Rica. Je travaillais. J'ai des photos de chantier, des témoignages d'employés, et des relevés de cartes de crédit, montrant que j'étais ici, à Millbrook, pendant tout le temps où elle était partie. Patterson a hoché la tête. Bien. Maintenant, concernant son ultimatum, a-t-elle mis quoi que ce soit par écrit? Pas l'ultimatum lui-même, mais j'ai les emails entre elle et Marcus, y compris celui où il dit que je n'aurai pas d'autre choix, que d'accepter leur plan. J'aimerais voir ça. Je lui ai tendu les copies des emails que j'avais imprimés. Il les a lus attentivement, son expression devenant de plus en plus sérieuse à chaque page. C'est bon, a-t-il dit finalement. Très bon.
En fait, ce sont des preuves parmi les plus claires de tentatives de fraude à la paternité, que j'ai vues en 20 ans de pratique. Qu'est-ce que ça signifie pour mon affaire? Ça signifie que votre femme a fait plusieurs erreurs très graves. Patterson s'est penché en avant. Premièrement, essayez de vous contraindre à accepter la paternité d'un enfant qui n'est pas le vôtre, pourrait être considéré comme de l'extorsion selon la loi de l'État. Deuxièmement, ça menace de prendre la moitié de vos biens sur la base d'allégations de paternité frauduleuse. Pourrait annuler entièrement ses droits sur la communauté de biens. Entièrement? Si nous pouvons prouver qu'elle s'est engagée dans cette liaison avec l'intention de vous escroquer, et ses emails suggèrent que c'est le cas, alors elle pourrait être reconnue coupable d'avoir violé son obligation de loyauté conjugale en tant qu'épouse. Ça signifie qu'elle perd ses droits sur les biens matrimoniaux. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, pour la première fois depuis 2 jours. Donc, je ne perdrai pas l'entreprise ni la maison. Non seulement vous ne les perdriez pas, mais, selon la manière dont nous voulons poursuivre cette affaire de façon agressive, elle pourrait finir par vous devoir des dommages et intérêts, pour la détresse émotionnelle et le préjudice financier qu'elle a causé. Quel est le piège? Patterson a eu un sourire sinistre. Le piège, c'est que nous devons prouver notre dossier, et l'avocat de votre femme va nous combattre à chaque étape. Ça ne sera pas rapide, et ça ne sera pas joli. Je ne cherche pas quelque chose de rapide ou de joli. Je cherche la justice. Alors parlons stratégie. Nous avons passé l'heure suivante, à passer en revue les détails de ce à quoi ressemblerait un divorce contentieux. Patterson a expliqué que nous devrions déposer une requête immédiatement pour protéger mes actifs, demander des tests ADN pour prouver la fraude à la paternité, et rassembler autant de preuves que possible, sur la liaison de Sophie et ses tentatives de me manipuler. Il y a encore une chose, a dit Patterson, alors que notre réunion se terminait. Je vous conseille vivement, de tout documenter à partir de maintenant. Chaque conversation avec votre femme, chaque message texte, chaque interaction. Si elle est prête à commettre une fraude à la paternité, elle est probablement prête à mentir sur d'autres choses, aussi. J'ai déjà commencé, ai-je dit, en tapotant la poche de ma veste, où je gardais un petit dictaphone numérique. J'ai enregistré notre conversation au dîner hier. C'est légal dans cet état? Consentement à une seule partie. Tant que je fais partie de la conversation, je peux l'enregistrer sans le lui dire. Patterson avait l'air impressionné. Vous avez bien fait vos devoirs. J'avais une bonne motivation. Au moment où j'ai quitté le bureau de Patterson, il était presque 17 heures. J'avais une pile de papiers à signer, un chèque de provision à rédiger, et un plan d'action qui s'étendait bien au-delà des prochains mois. Mais pour la première fois depuis que Sophie avait lâché sa bombe, je me sentais maître de la situation. Mon téléphone a vibré avec un SMS, alors que je marchais vers mon camion. C'était de Sophie. Nous devons parler. Ça va trop loin. J'ai répondu, tu as raison. C'est allé trop loin, quand tu as décidé de me tromper, et d'essayer de me faire chanter pour que j'élève le bébé de ton petit ami. Toute communication future passera par nos avocats. Sa réponse est arrivée immédiatement. Jake, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons trouver un arrangement. J'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Tu as eu ta chance de trouver un arrangement. Tu as choisi les ultimatums à la place. Maintenant, il faut assumer les conséquences. J'ai éteint mon téléphone, et j'ai conduit jusqu'au Hammerdale. J'avais besoin d'un verre, et j'avais besoin de parler à Marty, de ce qu'il avait appris en posant des questions en ville. Le bar était animé pour un soir de semaine, rempli par la foule habituelle d'ouvriers du bâtiment, de commerçants et d'autres habitants du coin, venus se détendre après le travail. Marty était derrière le bar, et il m'a fait signe vers un tabouret vide à l'autre bout, quand il m'a vu entrer. Dure journée, a-t-il demandé, en faisant glisser une bière sur le comptoir sans qu'on le lui demande. Ça s'améliore. J'ai pris une longue gorgée, et j'ai senti un peu de la tension quitter mes épaules. Qu'est-ce que tu as découvert? Marty a jeté un coup d'œil autour de lui, pour s'assurer que personne n'écoutait, puis s'est penché plus près. Tu ne vas pas aimer ça. Je n'aime déjà pas grand-chose ces derniers temps. Balance. Sophie a beaucoup parlé. À tous ceux qui voulaient bien l'entendre. À propos de quoi? Sur le fait que vous aviez des problèmes tous les deux. Que tu as été distant et en colère. Qu'elle s'est sentie négligée et sous-estimée. J'ai reposé ma bière plus fort que je n'en avais l'intention.
Elle met en place un récit. C'est ce que ça donne, à mes yeux. Tessa Rodriguez a fait courir le bruit, que Sophie luttait dans votre mariage depuis des mois. Qu'elle n'est allée au Costa Rica que parce qu'elle avait besoin d'espace, pour comprendre ce qu'elle voulait. Et maintenant elle est enceinte du bébé d'un autre homme, mais d'une manière ou d'une autre, c'est aussi de ma faute. D'après l'histoire qui circule, elle a rencontré ce type, Marcus, à la retraite, et a réalisé ce qui lui manquait dans son mariage. La grossesse était inattendue, mais elle espère que vous pourrez surmonter vos problèmes, pour le bien du bébé. D'où Jésus. Je me suis massé les tempes, là où un mal de tête commençait à se former. Elle réécrit l'histoire pour se faire passer pour la victime. Il y a pire. Comment est-ce possible que ce soit pire? Tessa a dit aux gens que tu buvais trop, et que Sophie avait peur de ta réaction, quand tu découvrirais pour le bébé. Soudainement, le bar m'a semblé trop bruyant et trop bondé. Je pouvais sentir les gens me regarder, et je me demandais combien d'entre eux avaient entendu la version des faits de Tessa. Ainsi, selon Sophie et son ami, j'étais un ivrogne colérique, qui avait poussé sa femme dans les bras d'un autre homme. C'était l'histoire qu'elle vendait, et les gens l'achetaient. Marty a haussé les épaules. Les gens croient ce qu'ils veulent croire. Et une histoire sur une femme délaissée, qui a trouvé l'amour avec quelqu'un d'autre, est beaucoup plus intéressante, qu'une histoire sur une femme infidèle qui a essayé de faire chanter son mari. J'ai fini ma bière, et j'ai fait signe pour en avoir une autre. Eh bien, il s'apprête à avoir une histoire beaucoup plus intéressante, quand tout ça arrivera au tribunal. Tu vas vraiment aller jusqu'au bout du divorce? Je vais vraiment aller jusqu'au bout du divorce, et je vais m'assurer que tout le monde dans cette ville sache exactement, ce que Sophie a essayé de faire. Marty a servi ma deuxième bière, et l'a posée prudemment. Jake, je te connais depuis 7 ans. Tu es un mec bien, et tu ne mérites pas ce qu'elle te fait subir. Mais sois prudent sur la façon dont tu gères ça. Les petites villes ont la mémoire longue. Moi aussi. J'en étais à la moitié de ma deuxième bière, quand la porte d'entrée s'est ouverte et que 3 personnes sont entrées, ce qui a rendu ma soirée considérablement plus compliquée. Tom Bradley, Steve Chen et Mike Rodriguez. 3 gars que je considérais comme des amis, jusqu'à il y a environ 30 secondes, quand j'ai réalisé que Mike Rodriguez était probablement apparenté à la Tessa, qui répandait la version de Sophie dans toute la ville. Ils m'ont repéré immédiatement, et se sont approchés. Tom, que je connaissais depuis le lycée, m'a tapé sur l'épaule comme si rien n'avait changé. Jake, comment ça va, mec? On ne t'a pas beaucoup vu dans le coin, ces derniers temps. J'étais très occupé par le boulot. J'ai gardé une voix neutre, mais j'observais Mike Rodriguez attentivement. Il était le cousin de Tessa, et si elle avait parlé à sa famille, il en savait probablement plus sur ma situation, qu'il ne le laissait paraître. Ouais, Tessa a mentionné que Sophie traversait une période difficile, a dit Mike, confirmant mes soupçons. Les trucs de mariage, c'est dur, mec. Mais vous allez arranger ça. Vraiment? Bien sûr. Sophie est une femme bien. Parfois, les gens ont juste besoin d'espace pour faire le point. Steve a hoché la tête en signe d'accord. Ma femme a traversé quelque chose de similaire il y a quelques années. Elle avait l'impression de s'être perdue, tu vois? Elle avait besoin de redécouvrir qui elle était, en dehors du mariage. Et s'est-elle redécouverte en tombant enceinte de l'enfant d'un autre homme, ai-je demandé calmement. Les 3 hommes sont devenus silencieux. Tom avait l'air confus. Steve avait l'air mal à l'aise. Et Mike avait l'air d'avoir été pris en flagrant délit de mensonge. De quoi tu parles, a demandé Tom. Je parle du fait que Sophie est rentrée de sa retraite de recherche de l'âme au Costa Rica, enceinte du bébé d'un type nommé Marcus. Je parle du fait qu'elle m'a posé un ultimatum, élever son gosse, ou perdre la moitié de tout ce que je possède lors d'un divorce. Le visage de Mike est devenu rouge. Ce n'est pas ce que Tessa a dit. Tessa a dit quoi, Mike? Que Sophie était la victime dans cette situation? Que je l'avais repoussée, par mon terrible comportement de mari. Écoute, mec, je ne connais pas tous les détails. Non, tu ne les connais pas. Mais ça ne t'a pas empêché de prendre parti, n'est-ce pas? Steve s'est interposé entre nous. Et, calmons-nous tous. C'est visiblement une situation compliquée. Ce n'est pas du tout compliqué. Je me suis levé de mon tabouret de bar, et je leur ai fait face à tous les 3. Ma femme m'a trompé, elle est tombée enceinte,
et a essayé de me faire chanter pour que j'élève l'enfant d'un autre homme. Ensuite, elle et ses amis ont commencé à répandre des mensonges en ville, pour me faire passer pour le méchant. La seule partie compliquée, c'est de découvrir lequel d'entre vous connaissait la vérité, et a décidé de jouer le jeu de son histoire. Tom a levé les mains. Jake, je jure que je ne savais rien pour une grossesse. Tessa a juste dit que vous aviez des problèmes, et que Sophie essayait d'arranger les choses. Et tu l'as cru, sans même m'en parler. Nous ne voulions pas nous mêler de tes affaires personnelles. Mais vous étiez tout à fait d'accord pour vous en mêler, quand vous pensiez que j'étais le problème. Le bar était devenu plus silencieux autour de nous. Les autres clients commençaient à remarquer la tension, et Marty observait depuis l'arrière du bar, avec une expression inquiète. On devrait peut-être régler ça dehors, a suggéré Steve. Vous devriez peut-être vous mettre vous-même dehors, ai-je dit. Vous trois. Parce qu'à partir de maintenant, nous ne sommes plus amis. Mike s'est avancé, le visage en colère. Tu ne peux pas nous en vouloir, de croire ce qu'on nous a dit. Si tu avais été honnête sur ce qui se passait vraiment. J'ai été honnête. C'est Sophie qui a menti. Mais au lieu de m'accorder le bénéfice du doute, au lieu de peut-être me demander ma version des faits, vous avez décidé de croire sa version, parce que c'était plus pratique. Ce n'est pas juste, Jake. Tu sais ce qui n'est pas juste? Que ta femme te trompe, et que tes amis prennent ensuite son parti, parce qu'ils n'ont pas daigné faire l'effort de découvrir la vérité. J'ai jeté un billet de 20 € sur le comptoir, et je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, je pouvais entendre Tom appeler mon nom, mais je ne me suis pas retourné. J'en avais fini avec eux tous. Dehors, sur le parking, l'air frais du soir m'a fait du bien au visage. J'étais plus en colère que je ne l'avais jamais été, depuis le début de toute cette histoire. Mais c'était une colère propre, une colère utile. Sophie ne m'avait pas seulement trahi. Elle avait essayé de monter mes amis contre moi. Elle avait essayé de m'isoler et de contrôler le récit, de sorte que lorsque son ultimatum deviendrait de notoriété publique, c'est moi qui aurais l'air déraisonnable. C'était une stratégie intelligente. Ça aurait même pu marcher, si je n'avais pas trouvé ces emails, et si je n'avais pas engagé Tom Patterson. Mais maintenant que je savais à quoi j'avais affaire, je pouvais planifier en conséquence. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Sophie. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler avant que la situation n'empire. J'ai tapé en retour, c'est déjà aussi pire que ça puisse l'être. On se voit au tribunal. Ensuite, j'ai bloqué son numéro, et j'ai conduit chez moi pour commencer à me préparer à la guerre. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon propre lit, pour la première fois depuis 3 jours. La maison me semblait différente, plus vide d'une certaine manière, même si Sophie n'avait emporté que quelques affaires avec elle. Mais il y avait aussi un sentiment de possibilité, qui n'était pas là auparavant. Comme si j'étais enfin libre de prendre des décisions, sans me soucier de la façon dont elles affecteraient quelqu'un, qui avait déjà décidé que je ne comptais pas. J'ai préparé du café dans ma propre cuisine, en utilisant ma propre machine, et je me suis assis à ma propre table pour examiner les documents. Tom Patterson m'avait donné une requête en divorce, une demande de protection d'urgence des actifs, une motion pour un test ADN, et une ordonnance de restriction empêchant Sophie de prendre des décisions financières majeures, sans l'approbation du tribunal. La journée allait être bien remplie. Mon premier arrêt a été la banque, où j'ai rencontré le directeur d'agence pour discuter de la protection de mes comptes professionnels. Sophie avait l'autorisation de signature sur nos comptes personnels, mais mon entreprise de construction était uniquement à mon nom. Néanmoins, je voulais m'assurer qu'elle ne pourrait rien faire pour interférer avec ma capacité à travailler. Je comprends que vous traversez un divorce, a déclaré le directeur, en examinant les documents que j'avais apportés. Ces situations peuvent devenir compliquées, d'un point de vue financier. C'est pourquoi je suis ici. Je veux m'assurer que mon entreprise reste protégée, pendant que la procédure judiciaire suit son cours. C'est judicieux. Nous pouvons restructurer vos comptes pour exiger une double autorisation, pour toute transaction majeure. Et nous pouvons signaler vos comptes personnels, pour vous alerter immédiatement s'il y a une activité inhabituelle. Au moment où j'ai quitté la banque, j'avais l'impression d'avoir bâti une forteresse autour de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Sophie pouvait essayer de prendre la moitié de ce que nous avions construit ensemble, mais elle n'allait pas détruire ce que j'avais construit seul. Mon arrêt suivant était le palais de justice, où Gina m'attendait avec une pile de formulaires,
et une expression sinistre. « Tu es sûr de toi ?» a-t-elle demandé, alors que nous marchions vers le bureau des dépôts. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. C'est juste que, une fois que tu auras déposé ces papiers, il n'y aura plus de retour en arrière. Cela devient un document public. Tout le monde en ville connaîtra tes affaires. J'ai repensé à ma conversation avec Tom, Steve et Mike au bar, la nuit dernière. Tout le monde en ville pense déjà connaître mes affaires. Au moins, maintenant, ils connaîtront la vérité. La procédure de dépôt a pris environ 1 heure. Requête en divorce fondée sur l'adultère et la tentative de fraude, demande de protection d'urgence des actifs, motion pour imposer un test ADN. Au moment où nous avons terminé, j'avais officiellement déclaré la guerre à mon mariage. Le shérif signifiera ses papiers à Sophie dans les 48 heures, a expliqué le greffier. Elle aura 30 jours pour répondre, par l'intermédiaire de son avocat. Et d'ici là, elle ne peut toucher à aucun bien matrimonial, et elle ne peut prendre aucune décision majeure, concernant les biens communs. J'ai remercié le greffier, et je suis sorti du palais de justice avec l'impression de venir de tirer le premier coup, d'une bataille que j'avais bien l'intention de gagner. Mon téléphone sonnait quand je suis arrivé à mon camion. Numéro inconnu. Jake Morrison. Monsieur Morrison, ici David Klein. Je représente votre femme dans sa procédure de divorce. L'avocat de Sophie. C'était du rapide. Que puis-je faire pour vous, monsieur Klein? Je pense que nous sommes peut-être partis du mauvais pied ici. Madame Morrison est très contrariée par les papiers qui lui ont été signifiés ce matin, et elle espère que nous pourrons trouver un arrangement, sans impliquer les tribunaux. Quel genre d'arrangement? Peut-être pourrions-nous nous rencontrer autour d'un café, pour en discuter comme des adultes civilisés. J'ai failli rire. Monsieur Klein, votre cliente a essayé de me faire chanter pour que j'élève le bébé d'un autre homme. Le temps de la discussion civilisée a pris fin, quand elle m'a posé cet ultimatum. Monsieur Morrison, je pense qu'il y a peut-être un malentendu, sur ce que Madame Morrison proposait. Il n'y a aucun malentendu. J'ai enregistré ces mots exacts. J'ai aussi des emails entre elle et son petit ami, discutant de leur stratégie pour me manipuler. Si vous voulez discuter de quoi que ce soit, vous pouvez en discuter avec mon avocat, Tom Patterson. Monsieur Morrison, s'il vous plaît. Ne rendons pas cela plus difficile qu'il ne doit l'être. Monsieur Klein, votre cliente a rendu cela difficile, quand elle a décidé de me tromper et de mentir à ce sujet. Je ne fais que répondre de manière appropriée. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement appelé Patterson, pour lui faire savoir que l'avocat de Sophie avait pris contact. C'était du rapide, a dit Patterson. Ils doivent être inquiets. Devraient-ils l'être? Si je représentais votre femme, je serais très inquiet en ce moment. Les preuves que vous avez fournies rendent cette affaire très difficile à gagner pour eux. Tant mieux, car je ne suis pas intéressé par un accord à l'amiable. Et s'ils vous offrent tout ce que vous voulez? La garde complète des biens matrimoniaux, pas de pension alimentaire, une rupture nette. J'y ai réfléchi un instant. Je veux plus que ça. Que voulez-vous dire? Je veux que tout le monde dans cette ville sache exactement ce que Sophie a essayé de faire. Je veux que ses amis qui ont répandu des mensonges sur moi, entendent la vérité. Je veux que son petit ami comprenne que les actes ont des conséquences. Patterson est resté silencieux un moment. Jake, je comprends que vous soyez en colère, et vous en avez tout à fait le droit. Mais la vengeance peut coûter cher, à la fois financièrement et personnellement. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Parfois, la frontière entre ces deux choses devient floue. Pas pour moi. Après avoir raccroché avec Patterson, j'ai conduit jusqu'à mon chantier en cours, où mon équipe travaillait sur la rénovation d'une cuisine, pour un jeune couple qui venait d'acheter sa première maison. Cela m'a fait du bien de me concentrer sur quelque chose de constructif pendant quelques heures. Quelque chose qui impliquait de construire, au lieu de détruire. Mais même là, je n'ai pas pu échapper complètement à la situation. Vers midi, mon chef de chantier, Danny, m'a pris à part. Patron, je ne veux pas me mêler de tes affaires, mais j'ai entendu des trucs au déjeuner, et je pensais que tu devrais être au courant. Quel genre de trucs? Sur toi et Sophie. Sur les problèmes que vous avez eus. J'ai posé mon marteau et j'ai regardé Danny sérieusement. Il travaillait pour moi depuis 3 ans, et c'était un bon gars. S'il abordait ce sujet,
c'est qu'il était inquiet. Que as-tu entendu exactement? Que Sophie était malheureuse depuis un moment. Que tu buvais trop. Et qu'elle a peur de toi. Et où as-tu entendu ça? Ma femme l'a entendu à l'épicerie, de la part d'une certaine Tessa. Danny, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Sophie m'a trompé pendant qu'elle était au Costa Rica. Elle est rentrée enceinte du bébé d'un autre homme. Et a essayé de me faire chanter pour que je l'élève. Tout le reste de ce que tu as entendu est conçu pour me faire passer pour le méchant. Les yeux de Danny se sont écarquillés. Sérieusement? Sérieusement. Et si quelqu'un d'autre dans l'équipe a entendu ces histoires, je veux qu'il connaisse la vérité. D'où Jésus, Jake. Je suis désolé, mec. Je n'en avais aucune idée. Ce n'est pas ta faute, mais j'ai besoin de savoir que ma propre équipe me soutient, pendant que je gère ça. Bien sûr que oui. Tu es un bon patron et un mec bien. Quiconque te connaît le sait. J'apprécie, Danny, plus que tu ne le crois. Mais au fur et à mesure que l'après-midi avançait, j'ai commencé à réaliser avec quelle efficacité, Sophie et Tessa avaient répandu leur version des faits. Mon téléphone a sonné 3 fois. C'étaient des appels de clients, qui avaient entendu dire que je traversais une période difficile, et voulaient s'assurer que leur projet n'en serait pas affecté. À chaque fois, j'ai dû expliquer que mes problèmes personnels n'impacteraient pas mon travail, mais je pouvais entendre le doute dans leur voix. À 17h, j'étais de nouveau furieux. Sophie n'essayait pas seulement de prendre mon argent. Elle essayait de détruire ma réputation et mon entreprise. C'est là que j'ai décidé qu'il était temps d'arrêter de jouer en défense et de commencer à attaquer. Je conduisis directement à l'immeuble de Tessa Rodriguez, un entrepôt converti dans le quartier branché du centre-ville. Le genre d'endroit où de jeunes professionnels payaient trop cher pour vivre dans des espaces avec des briques apparentes et sans parking. Tessa a répondu à la porte, portant un pantalon de yoga et un débardeur qui coûtait probablement plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Elle a eu l'air surprise de me voir, et pas agréablement surprise. « Jake, qu'est-ce que tu fais ici? » « Je suis venu te parler des histoires que tu as racontées sur moi, en ville. » « Je ne vois pas de quoi tu parles. » « Bien sûr que si. Des histoires sur le fait que j'aurais trop bu, et sur le fait que Sophie aurait peur de moi. Des histoires sur le fait que j'aurais été un mari terrible, qui a poussé sa pauvre femme dans les bras d'un autre homme. Tessa a croisé les bras, essayant de prendre un air de défi, mais je pouvais voir la nervosité dans ses yeux. Sophie est mon amie. Elle avait besoin de parler à quelqu'un. Et tu as décidé que la meilleure façon de l'aider, c'était de répandre des mensonges sur moi. Ce ne sont pas des mensonges. Sophie m'a dit. Sophie t'a dit ce qu'elle voulait que tu crois. T'a-t-elle aussi dit qu'elle était rentrée enceinte du bébé d'un autre homme? T'a-t-elle dit qu'elle avait essayé de me faire chanter, pour que je l'élève? Le défi de Tessa a vacillé. Ce n'est pas elle a dit que vous essayez d'arranger les choses. Nous n'arrangeons rien du tout. Nous divorçons. Et quand tout ça arrivera au tribunal, tout le monde dans cette ville saura exactement ce que ton ami a essayé de faire. Tu ne peux pas en vouloir à Sophie d'être tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Parfois, ces choses arrivent tout simplement. Je ne lui en veux pas d'être tombée amoureuse. Je lui en veux d'avoir menti à ce sujet, de m'avoir trompé, et ensuite d'avoir essayé de me manipuler, pour me faire accepter les conséquences de ses actes. J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré une capture d'écran d'un des emails de Marcus. Ça, c'est du petit ami de Sophie. Lis-le. Tessa a lu le courriel, et j'ai regardé son visage changer, quand elle a réalisé ce qu'elle regardait. Ça ne prouve rien, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. Ça prouve que Sophie et Marcus ont planifié tout ça. Ça prouve qu'ils pensaient pouvoir me manipuler, parce qu'ils supposaient que j'étais trop faible pour me battre. Sophie ne ferait pas ça. Elle n'est pas ce genre de personne. Tessa, les preuves disent le contraire. Et quand tout cela ira devant le tribunal, un juge verra tout. Les emails, la chronologie, l'ultimatum qu'elle m'a posé, tout. Tessa m'a rendu mon téléphone, et a détourné le regard. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu arrêtes de répandre des mensonges sur moi. Je veux que tu dises à tous ceux à qui tu as parlé, que tu t'étais trompé sur ce qui se passait dans mon mariage. Je ne peux pas faire ça. Ça me ferait passer pour une idiote. Tu aurais dû y penser, avant de décider de t'impliquer dans quelque chose que tu ne comprenais pas,
je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté et je l'ai regardé. Tessa, j'ai passé 7 ans à me bâtir une réputation dans cette ville. J'ai bâti une entreprise, je me suis fait des amis, j'ai contribué à la communauté. Je ne vais pas laisser Sophie et toi détruire ça, parce que c'est pratique pour votre récit. C'est une menace. C'est une promesse. Si tu continues à répandre des mensonges sur moi, je vais m'assurer que tout le monde connaisse la vérité. Toute la vérité. Y compris la partie où tu as aidé Sophie, à essayer de couvrir sa liaison. J'ai laissé Tessa plantée dans l'encadrement de sa porte, et j'ai conduit jusque chez moi, en me sentant mieux que je ne l'avais été de toute la journée. La conversation n'avait pas été agréable, mais elle avait été nécessaire. Sophie et ses amis avaient agi en partant du principe que j'accepterais silencieusement l'histoire qu'ils voulaient raconter sur moi. Ils s'apprêtaient à apprendre le contraire. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai parcouru ma liste de contacts, et j'ai commencé à passer des coups de fil. Pas pour me plaindre ou demander de la compassion, mais pour rétablir la vérité. J'ai appelé des clients, des fournisseurs, d'autres entrepreneurs, et toute autre personne susceptible d'avoir entendu la version de Sophie. Chaque conversation était brève, et allait droit au but. Je voulais que vous l'entendiez de moi directement, Sophie et moi divorçons, parce qu'elle a eu une liaison et est rentrée enceinte du bébé d'un autre homme. Si vous avez entendu autre chose, ce n'est pas vrai. Certaines personnes étaient choquées. D'autres étaient compatissantes. Quelques-unes étaient clairement mal à l'aise avec toute cette situation. Mais au moment où j'ai terminé, j'avais parlé à 30 personnes, qui connaissaient maintenant la véritable histoire. Mon téléphone a sonné vers 21h. C'était Tom Patterson. Jake, je viens de raccrocher avec David Klein, l'avocat de Sophie. Que voulait-il? Il voulait discuter d'un accord. Apparemment, votre femme est très désireuse de résoudre cela rapidement, et discrètement. Quel genre d'accord? Elle est prête à renoncer à toute réclamation sur les biens matrimoniaux, en échange de votre accord, pour ne pas poursuivre les accusations de fraude à la paternité. J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Non. Jake, c'est une offre très généreuse. Vous garderiez tout. La maison, l'entreprise, toutes vos économies. Elle n'aurait rien. Sauf qu'elle pourrait aussi éviter les conséquences de ce qu'elle a essayé de faire. Elle pourrait garder sa réputation intacte, pendant que la mienne est détruite par les mensonges qu'elle a répandus. Vous pourriez inclure une clause de confidentialité dans l'accord. L'empêcher de parler du mariage, ou du divorce. Ça ne répare pas les dégâts qu'elle a déjà faits. Et ça ne fait pas passer le message, qui doit être passé. Patterson a soupiré. Quel est ce message? Que les actes ont des conséquences. Qu'on ne peut pas tromper son conjoint, et essayer de commettre une fraude à la paternité, puis s'en aller comme si de rien n'était. Jake, je dois vous informer qu'aller au procès est risqué. Même avec les preuves que nous avons, rien ne garantit que nous obtiendrons le résultat que vous souhaitez. Alors nous devrons nous assurer de l'obtenir. Après avoir raccroché avec Patterson, je me suis assis dans mon salon, et j'ai regardé tout ce que Sophie et moi avions construit ensemble. Les meubles que nous avions choisis, les photos sur les murs, la vie que nous avions créée. Demain, j'allais commencer à tout démonter. Non pas parce que je le voulais, mais parce qu'elle ne m'avait pas laissé le choix. Sophie avait commencé cette guerre, quand elle avait décidé de me tromper, puis d'essayer de me manipuler pour me le faire accepter. Mais j'allais la terminer. Et quand j'en aurais fini, tout le monde à Millbrook saurait exactement quel genre de personne ma femme était vraiment. Les marches du palais de justice étaient plus animées que d'habitude pour un jeudi matin. Remplies d'avocats, de clients, et du genre de personnes qui se présentaient, pour regarder la vie d'autres personnes s'effondrer en public. J'ai reconnu quelques visages de la ville, y compris Tessa Rodriguez, qui était assise au dernier rang, essayant de se faire invisible. « Vous êtes prêt pour ça ?» a demandé Tom Patterson, alors que nous passions les détecteurs de métaux. « Je suis prêt depuis le jour où Sophie m'a posé son ultimatum. Souvenez-vous de ce dont nous avons discuté. Laissez-moi parler, à moins que la juge ne vous pose une question directe. Et quoi qu'il arrive, gardez vos émotions sous contrôle. Mes émotions sont parfaitement sous contrôle. » Patterson m'a lancé un regard qui suggérait qu'il n'était pas entièrement convaincu, mais on nous appelait déjà dans la salle d'audience. La juge Patricia Harlan était exactement ce que l'on pouvait attendre, d'une personne qui traitait des conflits conjugaux depuis 25 ans.
au regard perçant, ne tolérant aucune bêtise, et clairement pas impressionné par le drame qui s'apprêtait à se dérouler dans sa salle d'audience. Il s'agit de l'affaire Morrison contre Morrison, a-t-elle annoncé. Requête en divorce avec allégation d'adultère et tentative de fraude à la paternité. Sophie était assise à la table de la défense avec David Klein, l'air pâle et nerveux. Elle portait une robe bleue conservatrice que je ne lui avais jamais vue. Probablement choisie pour lui donner un air sympathique. Elle ne m'a pas regardé quand je me suis assis. Monsieur Klein, j'ai examiné la réponse de votre cliente à la requête, a déclaré la juge Arlan. Elle nie les allégations de fraude, et demande un partage équitable des biens matrimoniaux. Est-ce exact? Oui, votre honneur. Madame Morrison reconnaît que le mariage est irrémédiablement brisé, mais elle conteste la qualification de ces actes comme frauduleux. Monsieur Patterson, votre client allègue de très graves fautes. Je suppose que vous avez des preuves pour étayer ces affirmations. Nous en avons, votre honneur. Des preuves substantielles. Alors écoutons-les. Pendant l'heure qui a suivi, Patterson a méthodiquement exposé notre dossier. Il a présenté la chronologie de la liaison de Sophie, les emails entre elle et Marcus, et l'enregistrement que j'avais fait de notre conversation au restaurant, où elle m'avait posé l'ultimatum. La salle d'audience était dans un silence de mort, pendant que la juge écoutait la voix de Sophie sortir des haut-parleurs. Soit tu acceptes cette situation, et nous élevons cet enfant ensemble comme une famille. Soit nous divorçons, et tu me donnes la moitié de tout ce que tu possèdes. À toi de choisir. Quand l'enregistrement a pris fin, la juge Arlan a regardé Sophie, avec une expression qui aurait pu geler l'enfer. Madame Morrison, est-ce votre voix sur l'enregistrement? Sophie a regardé son avocat, qui a hoché la tête à contre-cœur. Oui, votre honneur. Et avez-vous, de fait, présenté cet ultimatum à votre mari? Votre honneur, j'essayais de trouver une solution, qui fonctionnerait pour tout le monde. Madame Morrison, je vous ai posé une question appelant un oui ou un non. Avez-vous présenté cet ultimatum à votre mari? La voix de Sophie n'était qu'un murmure. Oui. Et au moment où vous avez fait cette déclaration, étiez-vous enceinte de l'enfant d'un autre homme? Oui. La juge Arlan a pris quelques notes, puis a regardé Klein. Monsieur Klein, votre cliente souhaite-t-elle contester les preuves ADN, montrant qu'elle porte un enfant qui n'est pas celui de son mari? Non, votre honneur. Nous ne contestons pas la paternité. Alors, que contestez-vous exactement? Klein s'est levé, l'air mal à l'aise. Votre honneur, ma cliente reconnaît avoir fait de mauvais choix, mais elle conteste que ses actions constituent une fraude. Elle tentait de préserver son mariage, et de fournir une stabilité à l'enfant. En menaçant de prendre la moitié des biens de son mari. S'il n'acceptait pas d'élever l'enfant d'un autre homme. Votre honneur, Madame Morrison était sous le coup de l'émotion, et ne pensait pas clairement. Monsieur Klein, votre cliente a consulté un avocat, avant de poser cet ultimatum. Les preuves montrent qu'elle a planifié cette conversation. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui ne pensait pas clairement. Patterson s'est levé. Votre honneur, si je puis me permettre, nous aimerions présenter des preuves supplémentaires, montrant que cela faisait partie d'un effort coordonné, entre Madame Morrison et son amant, pour manipuler mon client. Poursuivez. Patterson a présenté les emails de Marcus, y compris celui où il me qualifiait d'ouvrier du bâtiment d'une petite ville, qui changerait d'avis une fois qu'il réaliserait qu'il n'avait pas d'autre choix. La juge a lu les emails attentivement, son expression s'assombrissant à chaque page. Madame Morrison, connaissez-vous ces communications, entre vous et Monsieur Caldwell? Oui, votre honneur. Et avez-vous participé à des discussions sur la manière de gérer la réaction attendue de votre mari, face à votre grossesse? Sophie avait l'air sur le point d'être malade. Oui, votre honneur. Monsieur Klein, je dois dire que ces preuves brossent un tableau très troublant, du comportement de votre cliente. Cela semble être une tentative délibérée, de dépouiller Monsieur Morrison à la fois de ses droits paternels, et de ses avoirs financiers. Votre honneur, ma cliente est prête à renoncer à toute réclamation sur les biens matrimoniaux, si cela permettait de résoudre cette affaire. Monsieur Klein, il ne s'agit pas seulement d'argent. Votre cliente a fait de fausses déclarations sous serment, a tenté de manipuler le système judiciaire, et s'est engagée dans ce qui semble être de l'extorsion. Ce sont des questions graves. Qui vont au-delà du cadre d'une simple procédure de divorce. J'ai ressenti une vague de satisfaction,
en regardant le visage de Sophie se décomposer. C'était exactement ce que je voulais, qu'elle fasse face aux conséquences de ses actes devant tout le monde. Votre honneur, a déclaré Patterson. Nous aimerions demander au tribunal de déclarer Madame Morrison en violation de son obligation de loyauté conjugale en tant qu'épouse, ce qui annulerait ses droits sur la communauté de biens. Votre honneur, est intervenu Klein. C'est un recours extrême. Monsieur Klein, votre cliente a menacé de prendre la moitié des biens de son mari, sur la base de fausses déclarations de paternité. Si ce n'est pas une violation de l'obligation de loyauté, je ne sais pas ce que c'est. La juge Arlan a revu ses notes pendant plusieurs minutes, tandis que la salle d'audience attendait dans un silence tendu. Finalement, elle a levé les yeux. Sur la base des preuves présentées, je conclus que Madame Morrison a bel et bien tenté de tromper son mari, concernant la paternité de son enfant, et qu'elle l'a menacé de conséquences financières. S'il ne se pliait pas à ses exigences. Cela constitue une violation claire de son obligation de loyauté en tant qu'épouse. Sophie s'est mise à pleurer, mais la juge Arlan n'avait pas terminé. Par conséquent, j'accorde la requête en divorce de Monsieur Morrison, et je statue que Madame Morrison a perdu tout droit, sur les biens matrimoniaux. Monsieur Morrison conservera la pleine propriété de la maison familiale, de son entreprise, et de tous les comptes financiers conjoints. Votre honneur, a dit Klein désespérément, ma cliente est enceinte, et aura besoin d'une forme de soutien. Votre cliente aurait dû y penser, avant de décider de commettre une fraude. Si elle a besoin de soutien financier, elle peut le demander au père de son enfant. La juge Arlan a frappé de son marteau et, tout simplement, c'était terminé. J'avais gagné. Totalement et absolument. Alors que les gens sortaient de la salle d'audience, je pouvais entendre les chuchotements commencer. L'histoire se répandait déjà, et d'ici la fin de la journée, tout le monde à Millbrook saurait exactement ce que Sophie avait essayé de faire. Sophie pleurait encore, alors que Klein l'aidait à rassembler ses papiers. Elle m'a regardé une fois, les yeux remplis d'un mélange de colère et de désespoir. « J'espère que tu es content », a-t-elle dit en passant devant ma table. « Je suis satisfait », ai-je répondu. Il y a une différence. À l'extérieur du palais de justice, Patterson et moi avons été abordés par un journaliste du journal local. « Monsieur Morrison, avez-vous un commentaire sur la procédure d'aujourd'hui ?» J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai décidé que Sophie avait perdu tout droit à la vie privée, quand elle avait essayé de détruire ma réputation. Ma femme a eu une liaison, est tombée enceinte, et a essayé de me faire chanter pour que j'élève l'enfant d'un autre homme. Quand j'ai refusé, elle et ses amis ont répandu des mensonges sur moi en ville, pour me faire passer pour le méchant. Aujourd'hui, un juge a entendu toutes les preuves. Et a statué que ces actes constituaient une fraude. Je pense que cela parle de lui-même. Le journaliste a pris des notes frénétiquement. Quelle est la suite pour vous? Je retourne travailler. J'ai une entreprise à gérer, et une vie à reconstruire. Avez-vous prévu de vous réconcilier avec votre femme? J'ai failli rire. Mon ex-femme a fait son choix, quand elle a décidé de me tromper. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au Hammerdale, pour fêter ça avec une bière, et pour voir si la nouvelle avait voyagé aussi vite que je m'y attendais. Le bar était bondé, même pour un jeudi après-midi. Marty était derrière le comptoir, souriant jusqu'aux oreilles quand il m'a vu entrer. « Le voilà », a-t-il crié. « L'homme du jour !» Tout le bar s'est tourné pour me regarder, et j'ai été surpris d'entendre une salve d'applaudissements. Apparemment, l'histoire de ma victoire au tribunal avait déjà fait le tour. « C'est la tournée de la maison », a annoncé Marty. Pour le gars qui vient de prouver que les tricheurs ne gagnent pas toujours. Je me suis frayé un chemin jusqu'au bar, acceptant les félicitations et les poignées de main de personnes que je connaissais depuis des années. C'était bon d'être innocenté. Que tout le monde sache que j'avais dit la vérité depuis le début. C'est une sacrée histoire, a dit Bill Murphy, un entrepreneur plus âgé qui était en ville depuis plus longtemps que quiconque. Faut en avoir pour se défendre comme ça. Parfois on n'a pas le choix, ai-je répondu. Bien sûr que si. Beaucoup de gars se seraient couchés, et auraient tout encaissé. C'est plus facile comme ça. Plus facile pour qui? Pour tout le monde, mais pas nécessairement juste. J'en étais à la moitié de ma bière, quand la porte s'est ouverte et que Tom Bradley est entré. Il a regardé nerveusement autour du bar, m'a repéré, et s'est approché. « Jake, je peux te parler une minute ?»
bien sûr. Qu'est-ce que tu as en tête? Je voulais m'excuser pour l'autre soir, et pour... Eh bien, pour ne pas t'avoir accordé le bénéfice du doute. Excuses acceptées. Je me sens comme un idiot. Nous le sommes tous. Nous aurions dû savoir qu'il ne fallait pas croire les potins de Tessa, sans entendre ta version. J'ai regardé Tom, me rappelant à quelle vitesse il avait été prêt à croire que j'étais le problème dans mon mariage. Vous auriez dû. Mais je comprends pourquoi vous ne l'avez pas fait. Vraiment? Parce que je ne suis pas sûr de le comprendre moi-même. Vous avez cru ce que vous vouliez croire. Il est plus facile de penser que les mariages s'effondrent à cause de problèmes progressifs, plutôt que parce qu'une seule personne décide de tout faire exploser, avec une unique décision égoïste. Tom a hoché la tête lentement. Tu as peut-être raison. Quoi qu'il en soit, je suis désolé, et je suis content que tu te sois battu. Merci. Ça signifie beaucoup. Après le départ de Tom, je me suis assis au bar, en repensant à tout ce qui s'était passé au cours de la semaine écoulée. 7 jours plus tôt, j'étais marié à quelqu'un que je croyais connaître. Aujourd'hui, j'étais divorcé, innocenté, et je recommençais à zéro. Cela aurait dû ressembler à une victoire et, à bien des égards, c'en était une. Mais il y avait aussi un sentiment de vide. J'avais gagné la guerre, mais j'avais perdu cette année de ma vie dans le processus. J'avais prouvé que Sophie était une menteuse et une tricheuse, mais cela ne changeait rien au fait qu'elle avait menti et triché. Mon téléphone a vibré avec un texto, provenant d'un numéro inconnu. Tu as détruit ma vie. J'espère que tu es fier de toi. J'ai montré le message à Marty, qui remplissait ma bière. Sophie, a-t-il demandé. Probablement. Ou peut-être Marcus. Difficile à dire, quand les gens refusent d'utiliser leur nom. Tu vas répondre? J'y ai réfléchi, puis j'ai tapé, tu as détruit ta propre vie. Je me suis juste assuré que tout le monde soit au courant. Puis j'ai bloqué le numéro, et j'ai rangé mon téléphone. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit à Marty. Quoi donc? Si Sophie avait juste été honnête avec moi depuis le début, si elle était rentrée à la maison en disant qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre et qu'elle voulait divorcer, j'aurais probablement été raisonnable à ce sujet. Nous aurions pu tout diviser équitablement. Et continuer nos vies. Mais elle n'a pas fait ça. Non. Elle a pensé qu'elle pouvait me manipuler. Elle a pensé qu'elle pouvait avoir sa liaison, et me la faire payer aussi. Et maintenant. J'ai fini ma bière, et j'ai posé de l'argent sur le bar. Maintenant, elle va devoir expliquer à son petit ami, pourquoi il va payer une pension alimentaire pendant les 18 prochaines années, pendant qu'elle cherche comment subvenir à ses besoins, sans la moitié de mes biens. C'est froid, Jack. C'est la justice. J'ai quitté le bar, et j'ai conduit jusqu'à ma maison vide. Pour la première fois depuis une semaine, j'avais l'impression qu'elle était à nouveau à moi. Plus à nous, à moi. J'ai marché à travers les pièces que j'avais rénovées, regardant tout avec des yeux neufs. Dès demain, je commencerai à faire des changements. Nouvelle peinture, nouveaux meubles, tout nouveau. J'allais effacer toute trace de Sophie Morrison, et commencer à construire une vie qui m'appartiendrait entièrement. Mais d'abord, j'allais m'asseoir sur mon porche avec une bière, et profiter du son du silence. Pas d'ultimatum, pas de manipulation, pas de mensonge. Juste la paix. Pour la première fois depuis 7 ans, j'étais exactement là où je voulais être, seul, libre, et n'ayant de compte à rendre à personne d'autre qu'à moi-même. Sophie m'avait donné 2 choix. Élever le bébé de son petit ami, ou perdre tout ce pour quoi j'avais travaillé. Au lieu de cela, j'avais choisi l'option 3. Tout gagner, et la laisser affronter les conséquences de ses propres actes. C'était le bon choix.